Derek Morrison ajusta son rétroviseur et jeta un coup d'œil à sa femme Amanda, assise sur le siège passager. Après 12 ans de mariage, il se surprenait encore parfois à s'émerveiller d'avoir conquis cette magnifique rousse qui, autrefois, était entrée dans son bureau d'entreprise de construction en quête d'un emploi de comptable. Elle était là, silencieuse, défilant sur son téléphone, ses yeux émeraudes reflétant la lumière du tableau de bord, tandis que l'autoroute s'étirait à l'infini devant eux. Ils revenaient du mariage de la sœur d'Amanda à Sacramento, une cérémonie de 3 jours qui avait épuisé Derek, autant émotionnellement que financièrement. Amanda avait insisté pour qu'il loge dans l'hôtel le plus cher, offre un cadeau somptueux, et loue une voiture de luxe pour l'occasion. Derek n'avait pas rechigné, son entreprise, Morrison Heavy Industries, générait des revenus à 7 chiffres par an, et il avait toujours cru qu'il fallait traiter sa femme comme une reine. Il faut faire le plein, dit Amanda sans lever les yeux de son téléphone. Il y a une station à la prochaine sortie. Derek hocha la tête, remarquant l'aiguille de la jauge à essence dangereusement basse. L'horloge numérique indiquait 23h47, et il leur restait encore 2 heures de route. La station-service de la sortie 47 ressemblait à un vestige d'un autre temps, une seule île avec 2 pompes sous des néons vacillants, reliée à une petite boutique dont les fenêtres étaient protégées par des barreaux. « Je vais payer à l'intérieur, » dit Derek en se garant. « Tu veux quelque chose ?»« Un Coca Light et des chewing-gums, » répondit Amanda, absorbée dans son écran. Derek avait bâti sa réussite sur sa capacité à lire les gens, à comprendre leur motivation, à sentir quand quelque chose clochait. C'était cette compétence qui lui avait permis de survivre et prospérer dans le monde impitoyable de la construction commerciale. Alors qu'il faisait le plein, il remarqua Amanda taper frénétiquement sur son téléphone, le visage illuminé par l'écran. Elle semblait plus animée qu'elle ne l'avait été de tout le week-end. Le carillon de la boutique tinta alors que Derek entrait. Derrière le comptoir se tenait un jeune homme hispanique, la vingtaine, au regard inquiet qui se fixa immédiatement sur lui. Son badge indiquait « Miguel », et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il redressait une pile de tickets de loterie. « Pompe 2 », dit Derek en s'avançant avec les articles demandés par Amanda. Les yeux de Miguel allèrent vers la voiture, où Amanda était visible à travers la vitre, puis revint rapidement vers Derek. Il enregistra les articles avec des doigts tremblants. Et alors que Derek tendait sa carte bancaire, Miguel fit quelque chose d'étrange, il arracha un reçu de la caisse, griffonna quelque chose rapidement au verso et le plia en 2. « Monsieur », murmura-t-il en jetant des coups d'œil nerveux autour de lui comme s'il était surveillé. « Prenez ça. Ne la laissez pas voir. » Derek le regarda, perplexe. Mais quelque chose dans l'expression désespérée du jeune homme le poussa à accepter le papier plié. Miguel saisit son poignet un bref instant, ses doigts serrant fort. « S'il vous plaît, lisez-le quand vous serez seul. » Derek glissa le papier dans sa poche, récupéra ses affaires et retourna vers la voiture. Amanda leva les yeux en le voyant approcher, et Derek aurait juré avoir vu passer un éclair dans son regard. Déception? Irritation? T'en as mis du temps, dit-elle en attrapant son coca. File d'attente interminable, répondit-il en s'asseyant au volant. Le reçu plié brûlait dans sa poche comme une braise. Ils roulèrent en silence pendant 20 minutes. Amanda retourna sur son téléphone, tandis que l'esprit de Derek tourbillonnait. Qu'est-ce qu'un inconnu pouvait bien avoir à lui dire, avec un tel secret? Et pourquoi Miguel semblait-il reconnaître Amanda? Faut que j'aille aux toilettes, annonça Derek en bifurquant vers une aire de repos éclairée. Vas-y. Moi, je reste ici. Mais dépêche-toi, dit Amanda en haussant les épaules. Dans l'intimité des toilettes du relais, Derek déplia le reçu avec des mains tremblantes. Griffonné à la hâte, 3 mots seulement y figuraient. 3 mots qui glacèrent son sang. Par maintenant. Derek resta figé. Son esprit, formé à l'analyse et au calcul, essayait désespérément de comprendre. Fuir quoi? Fuir qui? Il pensa au regard effrayé de Miguel. À la façon dont il avait fixé Amanda. À l'urgence dans son chuchotement. De retour dans la voiture, Derek observa sa femme différemment. Amanda était toujours plongée dans son téléphone, mais il remarqua maintenant ce qu'il n'avait pas vu ou pas voulu voir tout le week-end, son détachement, les messages qu'elle consultait sans cesse, ce sourire discret quand elle pensait qu'il ne la regardait pas.
Tout va bien, demanda Amanda en levant les yeux. Parfait, répondit Derek en redémarrant le moteur. Mais dans sa tête, tout était loin d'être parfait. 12 ans de mariage, bâtis sur ce qu'il pensait être de l'amour et de la confiance, lui semblait soudain aussi fragile qu'un château de cartes sous un ouragan. Tandis qu'il roulait dans la nuit noire, Derek Morrison, l'homme qui avait bâti un empire grâce à une planification méticuleuse et une exécution implacable, commença à se demander si sa vie parfaite n'était pas qu'un mensonge magistralement orchestré. Et si c'était le cas, il en était certain, quelqu'un allait payer. La route s'étendait devant lui. Mais ce n'était plus sa maison qu'il cherchait à rejoindre. Ce qu'il poursuivait désormais, c'était la vérité. Peu importe à quel point elle serait brutale. Derek, sans préambule, déclara. « Chérie, j'ai besoin que tu me suives. » « Mon Dieu, Derek, tu es sûr de ça ? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. » Moins d'une heure plus tard, Tony filait la BMW d'Amanda pendant que Derek, assis dans son bureau à domicile, scrutait des relevés financiers qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner de près. Amanda gérait leurs finances personnelles, et il lui faisait une confiance aveugle. Aujourd'hui, cette confiance sonnait comme de la naïveté. À 14h30, son téléphone vibra. La voix de Tony était grave. « Derek, tu devrais t'asseoir. Elle est au Riverside Motel sur la route 9, chambre 237. Elle y est depuis 2 heures, avec un type nommé Troy Brennan. J'ai relevé sa plaque, il bosse pour Brennan Construction, ton principal concurrent pour le projet du centre commercial Millfield. » Derek serra le téléphone. Troy Brennan, il s'était déjà disputé des contrats, et Troy avait toujours l'air de savoir juste assez pour soumettre une offre légèrement inférieure. Maintenant, Derek comprenait comment. J'ai fouillé sur Brennan, poursuivit Tony. Le gars a des dettes de jeu astronomiques. Il doit de l'argent à des gens très dangereux. Ceux qui brisent des genoux avant de poser des questions. Continue de les suivre, je veux tout savoir, où ils vont, ce qu'ils font, avec qui ils se voient. Derek raccrocha, déverrouilla son coffre-fort, et saisit le .45 Colt qu'il avait acheté des années plus tôt pour la protection de la maison. Il n'avait jamais imaginé s'en servir autrement. Le poids de l'arme dans sa main lui apportait un sentiment de sécurité, tangible, dans un monde soudainement envahi de mensonges. Le téléphone sonna à nouveau à 18h15. Tony rapporta. Ils sont au Steakhouse Ginoes, et discutent sérieusement. Brennan regarde sa montre sans arrêt, et ta femme a l'air terriblement nerveuse. J'ai entendu des bouts de conversation, il prévoit quelque chose de gros, Derek. Quelque chose qui implique de l'argent d'assurance et de faire passer ça pour un accident. J'ai entendu Brennan mentionner mardi prochain, et un truc avec le site de Millfield. Le sang de Derek se glaça. Mardi prochain, c'était le jour prévu pour débuter les fondations du projet Millfield, son plus gros contrat de l'année, un chantier de 12 millions de dollars, avec des polices d'assurance qui verseraient 3 millions à Amanda si quelque chose lui arrivait sur le chantier. Tony, j'ai besoin que tu me trouves tout sur Troy Brennan, ses connexions, ses dettes, ses habitudes, et je veux savoir depuis combien de temps dure cet adultère. Peut-être appeler la police ? Pas encore. J'ai besoin de comprendre exactement à qui j'ai affaire. Cette nuit-là, Amanda rentra avec des sacs de shopping et un sourire d'un optimisme forcé. Elle parla de sa rencontre au club de lecture, mentionnant des romans que Derek était certain qu'elle n'avait jamais lus. Chaque mot semblait enfoncer un clou dans le cercueil de leur mariage. « Ta journée ?» demanda-t-elle en s'asseyant près de lui. « Productive ?» répondit-il, observant son visage attentivement. Tony appelle. Il dit qu'il y a une activité suspecte autour du site Millfield. On dirait que quelqu'un veut saboter le chantier. Le visage d'Amanda pâlit l'espace d'un instant, avant de se recomposer. C'est terrible. Est-ce qu'ils savent qui ? On s'en occupe. Mais Amanda, je veux que tu évites le chantier pour quelque temps, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Bien sûr, répondit-elle trop vite, trop vivement. Derek se leva, regagna son bureau, sortit son ordinateur portable. S'ils pensaient le manipuler, ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient mal choisi leur cible. Il n'avait pas bâti un empire à coups de naïveté, c'était un homme intelligent, impitoyable et patient.
Dans les 3 jours qui suivirent, Tony creusa. Résultat, Amanda et 3 se rencontraient depuis 8 mois. Les relevés bancaires démontraient qu'elles siphonnaient lentement leur compte commun vers un compte privé dont Derek ignorait l'existence. Les téléphones révélaient des centaines d'appels et SMS. Mais la preuve la plus accablante vint de Miguel Santos, le pompiste qui avait remis à Derek la note d'avertissement. Tony le retrouva, le type était le cousin de Troy, et le premier recruté pour orchestrer l'accident de Derek. Miguel avait paniqué. Tony expliqua, Troy lui avait promis $10 000 pour aider, mais dès que Miguel comprit qu'il s'agissait de meurtre, pas juste un vol, il changera d'avis. Meurtre? Répéta Derek, le mot amer sur les lèvres. Ils envisageaient de provoquer un effondrement structurel sur le chantier Millfield, le faire passer pour un accident ou une négligence avec des complices dans le service des inspections pour faire disparaître toute trace. Amanda toucherait l'assurance, Troy aurait sa part et la femme de Derek, et Derek Morrison deviendrait une simple victime de chantier. Derek resta silencieux. La trahison était absolue, sa femme, la femme qu'il avait aimée pendant 12 ans, celle qu'il avait consolée après la mort de sa mère, celle qui partageait son lit et ses rêves, prévoyait de le tuer pour de l'argent. Sa voix, quand il parla, était calme, glaciale. Tony, il faut que tu me trouves tout, relevé téléphonique, bancaire, photos, enregistrement. Chaque réunion, chaque appel, chaque dollar. Tu envisages quoi, Derek? Un sourire tranchant comme du verre fendit son visage. Je compte offrir à ma bien-aimée et à son amant exactement ce qu'ils méritent. Mais d'abord, je vais les laisser penser que leur plan fonctionne. C'est dangereux. Ils ont rendu tout ça dangereux en décidant de me tuer. Maintenant, c'est juste une question de qui sera anéanti le premier. Alors que Derek Morrison s'installait dans son bureau, entouré d'un fatras de preuves, il ressentit une froideur définitive s'ancrer dans sa poitrine. L'homme qui avait bâti sa fortune en ayant toujours 3 coups d'avance était prêt à montrer à Amanda et Troy ce que signifiait vraiment se faire outrepasser. Le jeu venait à peine de commencer, et Derek Morrison se ferait le seul survivant de la partie. Chapitre 3, l'art de la guerre. Derek Morrison avait toujours été un joueur d'échecs, conscient de 5 coups d'avance alors que ses adversaires peinaient à imaginer le suivant. En ce vendredi soir, dans son étude, il passait en revue le dernier rapport de Tony. Un frisson familier de stratégie parcourut son être, cette même stratégie qui lui avait rapporté des millions dans la construction. Pendant ce temps, Amanda se préparait à ce qu'elle lui avait décrit comme une « soirée entre filles avec sa sœur ». Derek, maintenant, savait qu'elle allait retrouver Troy dans un chalet en montagne, à 50 km de la ville identifiée comme leur quartier général. Le plan s'accélérait. Tony avait signalé cet après-midi que, le plan est avancé à lundi, Brennan avait reçu des pressions de ses créanciers. Et il ne pouvait pas attendre jusqu'à mardi, lundi était dans 4 jours. Dererick ouvrit son ordinateur portable et se mit à taper, ses doigts bougeant avec la précision d'un chirurgien. Si Amanda et Troy voulaient jouer à un jeu mortel, il leur en offrirait un qu'ils n'oublieraient jamais. La première phase de la contre-stratégie de Dererick était simple, les laisser croire que leur plan avançait parfaitement, tout en documentant chaque détail pour les autorités. Mais Dererick n'avait aucune intention de simplement survivre à leur tentative de meurtre. Il comptait les anéantir, complètement, méthodiquement, et avec une minutie telle que cela servirait d'avertissement à tous ceux qui oseraient le trahir. Son téléphone vibra. Un message d'Amanda. Je dors chez Julie ce soir. Je t'aime. Dererick esquissa un sourire glacial. Julie était la sœur d'Amanda, et Tony avait confirmé qu'elle était actuellement à Denver chez sa fille. Encore un mensonge. Une goutte de plus dans cet océan grandissant de tromperie. Et Amanda, elle voulait être là. Elle voulait voir. Dererick serra le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. La femme qu'il avait aimée. Celle qu'il avait épousée. Elle voulait le voir mourir. Miguel, j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te dire. Tu peux faire ça? Oui, monsieur. Troy me fait peur, mais ce qu'il prévoit, c'est mal. Vous ne méritez pas ça. Rejoins-moi au Denny's sur Foster Road dans 20 minutes. Viens seul. Assure-toi que personne ne te suive.
Miguel Santos était encore plus jeune que Dorerick ne l'avait pensé. Peut-être 23 ou 24 ans, les mains calleuses d'un ouvrier du bâtiment travaillant entre deux postes à la station-service. La ressemblance avec Troy était indéniable, même cheveux noirs, même teint olive. Mais là où Troy exsudait une confiance arrogante, Miguel transpirait la nervosité et le remords sincère. « Troy est mon cousin », expliqua-t-il en remuant son café avec des mains tremblantes. « Mais on n'est pas proches. Ma mère m'a demandé de veiller sur lui après ses problèmes de jeu. Mais ça, c'est un meurtre, mec. Dis-moi tout, dit Dorerick calmement. Ils se réunissent dans cette cabane depuis des mois. Troy m'a montré des photos de vous. Il disait que vous étiez un riche entrepreneur qui faisait du mal aux ouvriers. Il vous faisait passer pour le méchant. Mais ensuite, j'ai fait des recherches sur votre entreprise. Vous employez 200 personnes. Vous donnez à des œuvres de charité. Vous n'êtes pas un de ces riches pourris. Quel est le plan pour lundi? Le visage de Miguel devint livide. Troy a un gars chez les inspecteurs. Un type qui lui doit de l'argent à cause du poker. La grue va avoir une panne pendant votre inspection matinale. Les vérins hydrauliques sont censés céder, et tout va s'effondrer sur vous. Mais ce ne sera pas un accident. Troy va couper les lignes hydrauliques juste assez pour qu'elles lâchent sous pression, quand vous démarrerez la grue. Boum. Fini Derek Morrison. Dorerick observa Miguel, lisant dans ses yeux la peur et la culpabilité. Pourquoi m'as-tu averti? Parce que j'ai une fille. Elle n'a que 2 ans. Un jour, elle me demandera quel genre d'homme était son père. Et je ne veux pas lui dire que j'ai aidé à tuer un innocent pour de l'argent. Miguel, je vais te demander de faire quelque chose de dangereux. Si tu refuses, je comprendrai. Mais si tu acceptes, je te promets que toi et ta fille serez à l'abri pour le reste de votre vie. Miguel leva les yeux vers lui. Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? Continue à aider Troy, mais enregistre tout. Les conversations, les preuves, les photos. Documente tout. Sans te faire prendre. Tu peux faire ça? Je pense. Troy me fait confiance. On est de la famille. Dorerick sortit une enveloppe de sa veste. À l'intérieur, 5 000 $ en liquide. Ce n'est que le début. Quand tout ça sera terminé, il y aura 50 000 de plus. Et un poste chez moi, payé 2 fois plus que ce que tu gagnes maintenant. Miguel fixa l'argent, abasourdi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ne pas juste appeler la police? Le sourire de Dorerick était froid, calculateur. Parce que je ne veux pas juste les arrêter, Miguel. Je veux les détruire. Tellement qu'ils regretteront d'être nés. Et pour ça, il faut qu'ils croient que leur plan fonctionne, jusqu'à l'instant où tout s'écroule. Et s'ils vous tuent avant? Ils ne le feront pas, répondit Dorerick avec une certitude glaciale. Parce que je serai 3 coups d'avance sur eux, chaque minute, chaque jour, jusqu'à ce que ce soit fini. Chapitre 4 La tempête parfaite. Le lundi matin arriva sous un ciel couvert, menaçant de pluie. Un temps parfaitement adapté à ce que Dorerick savait être l'un des jours les plus cruciaux de sa vie. Routine habituelle, café, douche, coup d'œil au rapport de chantier. Baiser à Amanda, qui lui souhaita une bonne journée avec un sourire que Dorerick reconnaissait maintenant comme un masque d'anticipation à peine dissimulé. À 5h45, Dorerick était assis dans son camion, garé devant le chantier Millfield, observant l'équipe de surveillance de Tony prendre position. La camionnette de Miguel était déjà là, prête à enregistrer chaque mouvement. Message de Miguel. Troy est là. Il installe. Matériel exactement où vous l'aviez dit. Phase 1 du plan de Dorerick, simple, mais brillante. Laissez Troy saboter la grue comme prévu, mais s'assurer que Dorerick n'en serait jamais proche. L'équipe de Tony avait repéré l'endroit parfait, une colline surplombant le site, à environ 400 mètres. L'endroit exact où Amanda allait observer, jumelle à la main, espérant assister à la mort de son mari. À 6h15, Dorerick entra sur le site par la porte principale, saluant volontairement la caméra de sécurité. Il voulait que l'heure de son arrivée soit clairement enregistrée.
Les enregistrements de Miguel montreraient Troy effectuant les derniers ajustements sur le système hydraulique, convaincu que Derek serait dans la cabine 15 minutes plus tard. Le téléphone sonna. La voix tendue de Tony. Cible repérée. Amanda est en position sur la colline. Elle observe la grue avec ses jumelles. Vue dégagée. Parfait. Miguel, tu es là? Oui, monsieur. Troy vient de finir avec l'hydraulique. Il me dit de me préparer à appeler les secours quand l'accident arrivera. N'oublie pas, agis choqué. Tu n'es qu'un témoin innocent d'un tragique accident du travail. À 6h30, Derek marcha vers la grue, casque sur la tête, plan de chantier à la main, incarnant parfaitement le rôle de l'employé exemplaire. Il grimpa dans la cabine de l'opérateur, prêt pour l'acte final. Et il lança la séquence de démarrage, sachant parfaitement que Troy et Amanda observaient chacun de ses gestes. Le système hydraulique s'activa avec un gémissement mécanique qui paraissait tout à fait normal. Derek manipula les commandes de la grue, soulevant et pivotant le bras exactement comme il le ferait lors d'une inspection de routine. Pendant 30 secondes, tout fonctionna à la perfection. Puis, Derek activa l'arrêt d'urgence et quitta rapidement la cabine, disparaissant derrière une barrière de béton au moment même où les conduites hydrauliques sabotées cédaient enfin. Le bras de la grue s'effondra avec une force dévastatrice, écrasant la cabine de l'opérateur exactement là où Derek aurait dû se trouver. Le fracas du métal tordu et du verre brisé résonna sur tout le chantier comme un coup de tonnerre. La voix paniquée de Miguel traversa l'air. « Oh mon Dieu! Appelez les secours! » Derek est dessous. Derek esquissa un sourire amer, accroupi derrière la barrière de béton. Laissez Amanda croire qu'elle avait réussi. Qu'elle commence à planifier comment dépenser l'argent de son assurance vie. Pendant ce temps, les caméras de Tony filmaient chaque instant de sa réaction depuis la colline. Le téléphone de Derek vibra avec une série de messages d'employés et de fournisseurs inquiets qui avaient entendu parler de l'accident via les fréquences d'urgence. La mise en scène était parfaite. 20 minutes plus tard, alors que les secours fouillaient les décombres à la recherche du corps de Derek, Tony appela avec une mise à jour. « Amanda vient d'appeler quelqu'un, dit-il. Elle pleure, mais Derek, ce ne sont pas des larmes de chagrin. On dirait plutôt du soulagement, voire de l'excitation. »« Qui a-t-elle appelé ?» demanda Derek. « Brennan. Il devrait arriver d'un moment à l'autre pour consoler la veuve éplorée. » Derek quitta le chantier par une sortie arrière identifiée par l'équipe de Tony, disparaissant sans être vu pendant que les secours continuaient leur recherche. La version officielle serait que le corps de Derek Morrison avait été complètement détruit dans l'effondrement de la grue, un tragique accident qui déclencherait une longue enquête et un énorme versement d'assurance vie. Mais Derek Morrison n'était pas mort. Il était bel et bien vivant. Et il allait devenir le pire cauchemar d'Amanda et de Troy. La phase 2 du plan de Derek démarra immédiatement. Tandis qu'Amanda jouait le rôle de veuve éplorée sur le chantier, Derek se trouvait déjà à 5 km de là, en rendez-vous avec Harold Voss, l'associé principal du cabinet d'avocats qui gérait ses affaires. « Harold, j'ai besoin que tu exécutes le plan d'urgence dont on a parlé, » dit Derek en posant une enveloppe épaisse sur le bureau de l'avocat. Voss ouvrit l'enveloppe et en examina le contenu, photos, relevés financiers, enregistrement audio et une chronologie détaillée du complot monté par Amanda et Troy. Seigneur Dieu, Derek. C'est exhaustif. Et surtout, c'est béton. Chaque preuve a été obtenue légalement, et tout est recevable devant un tribunal. Je veux que tu contactes immédiatement le bureau du procureur. Dis-leur que Derek Morrison est vivant, et prêt à porter plainte pour tentative de meurtre et complot. Et ta femme ? L'assurance ? Demanda Voss. Le sourire de Derek était tranchant comme une lame. Amanda va découvrir que la police d'assurance vie de son mari contient une clause très particulière, concernant les fraudes des bénéficiaires. Elle ne touchera absolument rien. Quant à Troy Brennan, il va bientôt comprendre que ses dettes de jeu sont le cadet de ses soucis. À midi, Derek était dans le bureau de la procureure Patricia Hanley, exposant toute la conspiration avec la même précision méthodique qui avait fait son succès dans les affaires. Hanley, une procureure réputée pour sa ténacité contre les criminels en col blanc, écoutait avec stupéfaction croissante. « Monsieur Morrison,
c'est l'une des tentatives de meurtre les mieux documentées que j'ai jamais vues. Nous pouvons obtenir des mandats d'arrêt en quelques heures. Je l'apprécie, mais je veux que vous attendiez exactement 48 heures avant de procéder à des arrestations. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Derek se pencha en avant, l'expression glaciale. Parce que je veux qu'il croie avoir totalement réussi. Je veux qu'Amanda commence à dépenser l'argent qu'elle pense hériter. Que trois fassent des projets pour leur avenir. Et je veux qu'ils réalisent à quel point ils ont été dépassés. C'est un jeu dangereux, Monsieur Morrison. Patricia, ils ont tenté de me tuer pour de l'argent. Dangereux, ne commence même pas à décrire ce que je suis prêt à leur faire. Cet après-midi-là, des caméras cachées captèrent Amanda et Troy en train de célébrer dans le chalet de montagne où ils avaient prévu la mort de Derek. Les images les montraient trinquant au champagne, discutant de la manière de se partager l'assurance vie, et faisant l'amour sur le même lit où ils avaient comploté le meurtre de son mari. Miguel, toujours dans son rôle de témoin innocent, appela Derek avec les dernières nouvelles. Troy parle déjà d'emmener Amanda au Mexique dès que l'argent de l'assurance arrivera. Il croit vraiment que tu es mort, mec. Les deux y croient. Parfait. Continue de tout enregistrer. Dans 48 heures, leur monde entier va s'effondrer. Mardi soir, Derek assista à ses propres funérailles, pas en personne, mais grâce aux caméras de surveillance installées par Tony dans le salon funéraire. Il observa Amanda incarner la veuve éplorée à la perfection, acceptant les condoléances d'amis, de collègues et de proches, tous sincèrement bouleversés. Le moment le plus esséurant fut lorsqu'Amanda prononça une éloge funèbre, les larmes aux yeux, sur leur mariage parfait et sur le dévouement de Derek envers sa famille et ses employés. Chaque mot était un mensonge, livré avec une performance digne d'un Oscar. Elle est douée, dit Tony en regardant le flux vidéo avec Derek. Elle a eu 12 ans pour perfectionner son jeu, répondit froidement Derek. Mais le spectacle est presque terminé. Mercredi matin, la nouvelle que Derek attendait arriva, Amanda avait contacté la compagnie d'assurance pour lancer la procédure de versement de son capital d'essai. Elle avait aussi pris rendez-vous avec 3 conseillers financiers pour discuter de la gestion de l'héritage de son défunt mari. 3, de son côté, avait appelé ses créanciers pour leur assurer que ses dettes seraient remboursées sous peu. Il avait même versé un acompte sur un nouveau pick-up et commencé à chercher des maisons au Mexique. Il était temps de passer à l'acte final. Derek appela Patricia en lait. Les 48 heures sont écoulées. Il est temps de les arrêter. Vous êtes sûr d'être prêts ? Une fois que nous les arrêtons, tout devient public. Derek repensa à Amanda, à son discours aux funérailles, aux appels de Troy à ses créanciers, et aux 12 années de mariage qui, visiblement, n'avaient compté pour rien. Je n'ai jamais été aussi près de ma vie. Les arrestations auraient lieu simultanément à 6 heures du matin, jeudi. Exactement une semaine après la mort de Derek. Amanda serait arrêtée à leur domicile. 3, dans son appartement. Tous deux seraient inculpés pour complot de meurtre, tentative de meurtre et fraude. Mais la vengeance de Derek ne s'arrêterait pas là. Ce ne serait que le début. Car Derek Morrison avait découvert quelque chose de fondamental sur lui-même au cours de cette semaine, il était capable d'un niveau de froideur et de calcul machiavélique qui le surprenait lui-même. Et Amanda et Troy Brennan allaient bientôt apprendre à leurs dépens à quel point ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient tenté de tuer. Chapitre 5, Guerre psychologique. Jeudi matin se leva avec une chaleur inhabituelle, comme si la nature elle-même se moquait des plans glacials mis en œuvre exactement une semaine plus tôt. Derek Morrison était assis dans un fourgon de surveillance banalisé, à 2 pâtés de maison de sa propre maison, observant à travers des caméras à haute puissance une équipe d'agents fédéraux se préparant à arrêter sa femme. À 6 heures précises, l'opération coordonnée débuta. La maison de Derek semblait paisible à la lumière du matin, la même maison où il avait partagé 12 années de mariage, où il croyait construire une vie avec quelqu'un qu'il aimait. Amanda devait être dans leur chambre à cet instant, probablement encore endormie, rêvant de plages mexicaines et de... Amanda, dilapidant l'argent qu'elle pensait hériter après sa mort, les agents fédéraux ne se sont pas embarrassés de subtilité, ils ont défoncé la porte d'entrée avec une autorité implacable. Sur le flux de surveillance, Derek observe Amanda tituber vers la porte, en peignoir, encore à moitié endormie,
totalement prise au dépourvu par ce qui allait se produire. Amanda Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre au premier degré. Derek ne distingue pas les mots exacts, mais à travers le téléobjectif, il lit l'évolution des émotions sur son visage, confusion, incrédulité, puis une terreur croissante lorsque la réalité s'impose. « Où est mon mari ?» hurle-t-elle, assez fort pour que le micro capte. « Votre mari est mort », répond l'agent Sarah Collins, enquêtrice principale du FBI, s'avançant avec un dossier contenant des photos. « Madame Morrison, votre mari est bel et bien vivant, et il a quelques confidences très intéressantes à nous partager sur vos agissements récents. » Le visage d'Amanda blanchit instantanément, le moment que Dorerick attendait, cette seconde où elle réalise que son plan parfait a échoué de façon spectaculaire. En simultané, de l'autre côté de la ville, Troy Brennan est jeté à terre, menotté en direct de son appartement. Contrairement à Amanda, il comprend aussitôt la gravité de la situation et exige un avocat avant même qu'on ne termine de lui énoncer ses droits. Intelligent, commande Tony depuis la camionnette de surveillance. Dommage qu'il ne soit pas assez futé pour éviter de tenter de tuer quelqu'un qui maîtrise mieux ce jeu que lui. Le téléphone de Dorerick vibre, un SMS de Miguel, attelé aux infos. Du sérieux mec, phase 1 exécutée. Dorerick répond, parfait. Phase 2 en route. La phase 2, c'est là que le génie des affaires et la compréhension de la psychologie humaine de Dorerick allaient briller. Les arrestations n'étaient que le commencement. Derek était décidé à démolir méthodiquement chaque aspect de la vie d'Amanda et de Troy, avec la précision chirurgicale qui avait bâti son empire du bâtiment. À midi, Dorerick est dans le bureau de Patricia Hanley, en train d'étudier les chefs d'accusation retenus contre ses prétendus meurtriers. « Nous les tenons sur la tentative de meurtre », explique-t-elle. Les preuves sont accablantes, écoute, relevés financiers, témoignages de Miguel Santos, et preuves matérielles issues du sabotage d'équipements. Il risque de 25 ans à perpétuité. Mettons-les en détention provisoire sans caution, ajoute Patricia, vu la gravité et le risque de fuite. Le juge tranchera, mais... Dorerick hoche lentement la tête. Patricia, vous devez comprendre, ce procès, ce n'est pas seulement la justice pour moi. C'est un message. Certains actes de trahison, ils finissent par coûter bien plus qu'une peine de prison. C'est quoi votre stratégie ? Demande-t-elle. Je vais leur montrer ce que ça fait de voir son monde entier détruit, progressivement, méthodiquement. Et tout en restant dans la légalité. La première salve, la guerre financière. Dorerick conservait un suivi scrupuleux de chaque euro auquel Amanda avait accès. Son comptable judiciaire découvre qu'elle a détourné plus de 200 000 $ de leur compte commun, sur 8 mois, pour financer sa nouvelle vie avec Troy. Dès jeudi soir, Derek dépose des poursuites civiles pour récupérer chaque dollar volé, plus dommages et frais de justice. Ces procès bloquent son accès aux fonds restants, même sans prison, elle sortira ruinée. Concernant Troy, la jouissance est encore plus savoureuse. Derek contacte chacun de ses créanciers, prêteurs privés, casinos, banques, pour leur annoncer que Troy Brennan est en garde à vue pour meurtre. Message clair, encaissé maintenant, parce que sa situation va s'effondrer. 48 heures plus tard, l'entreprise de construction de Troy est en faillite, ses machines saisies, ses actifs engloutis par des créanciers résolus à récupérer leur dû. Mais la plus grande offensive psychologique de Dorerick était encore à venir. Samedi matin, il rend visite à Amanda dans la prison du comté. Leur première confrontation depuis cette matinée tragique où elle l'avait embrassé avant son enterrement. Amanda, en combinaison orange, cheveux roux sales, l'air éreinté, dominée par une panique à peine contenue. Elle le voit, vêtu d'un costume luxueux, toujours vivant. Dorerick ? Souffle-t-elle, les larmes perlant. Merci Dieu, je croyais que, nous pensions tous que tu étais mort. Il s'assoit, calme, contrôlé. Vous pensiez m'avoir assassiné pour toucher l'assurance ? Non, non, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Il pose un dossier devant elle. Amanda, je sais tout, chaque réunion avec Troy, chaque appel, chaque dollar volé, le plan meurtrier, j'ai des enregistrements, des photos, preuves financières, témoignages. Tu vas passer beaucoup de temps en prison. Composée, elle craque enfin. Dorerick, comprenez,
Ça n'était pas censé se passer comme ça. 3 m'a promis. Qu'il t'a dit que me tuer réglerait tout, que vous pourriez vivre sur mon argent. Je t'aime, Doreric, j'ai toujours aimé, c'est le plan de 3. Sanglote-t-elle. Doreric la scrute, plus sa femme, juste une étrangère se cachant sous le visage d'Amanda. Amanda, écoute bien, je vais tout faire pour que tu écopes de la peine maximale. Je témoignerai contre toi, en détail. Je vais dévoiler tout ça à ton entourage, ta famille, tout le monde saura ce que tu m'as fait. Elle supplie. Ce n'est pas tout. Quand tu sortiras, si tu sors, il ne te restera rien, pas un sou, pas de bien, ni réputation, ni avenir. Tu voulais m'effacer? À mon tour. Il se lève, puis s'arrête à la porte. Ah, et 3? Il est déjà en train de négocier avec le procureur. Il compte plaider que tout est de ton initiative. Apparemment, ton grand amour est prêt à te sacrifier pour sauver sa peau. Le gémissement déchirant d'Amanda, abandonnée dans le couloir, est le son le plus délicieux qu'il ait entendu depuis des semaines. Ce soir-là, Derek retrace les plans de sa reconstruction. La maison? Vendue. Trop de souvenirs. L'entreprise? Plus forte que jamais. Et Derek Morrison? Forgé dans la trahison, plus dur, plus rusé, infiniment plus implacable. Un texto de Miguel. Mets-toi sur Channel 7. Il passe le direct. Doreric allume la télé, photo pro issue de son site, à côté d'un reportage sur ce complot raté. L'un des plans d'assassinat les plus élaborés de l'histoire du comté, entame l'antenne. Le PDG de Morrison Construction collabore pleinement avec les autorités, les preuves accablent les accusés, poursuit le présentateur. Doreric fronce un sourire glacé. Demain, les journaux nationaux feront écho à l'histoire. Amanda et 3 deviendront des exemples de cupidité, de trahison, et d'un complot criminel flambant raté. Mais la vengeance de Doreric ne fait que commencer. Le procès sera l'opportunité d'un écrasement définitif. Et Derek Morrison, l'homme qui a bâti un empire avec ruse et rigueur, n'en est qu'au chapitre 6, le jugement approche. Chapitre 6 Le jugement approche. 3 mois plus tard, Doreric Morrison domine la ville depuis son penthouse, 30 étages au-dessus d'une population inconsciente. Les procédures judiciaires avancent à toute vitesse. Les accusations d'Amanda et 3 sont séparées, sur un jeu de confrontation juridique, parieur hagard, mais assigné. Derek savoure les divisions qu'il a orchestrées, transformant ses ennemis en proie dressés l'un contre l'autre. L'interphone grésille. Monsieur Morrison, Maître Voss est ici pour préparer le procès. Faites-le entrer. Harold Voss, mallette en main, visage hanté par 1000 audiences, s'avance. Derek, révisons votre témoignage encore une fois. Le procès c'est lundi. Derek pivote, impassible. Harold, je suis prêt. Chaque mot, chaque silence, chaque geste a été optimisé. Ils vont te présenter comme un mari vengeur ayant monté ce coup pour piéger une innocente. Derek ricane, glacial. Innocente? Elle a voulu me tuer pour l'assurance. Le jury verra les photos d'elle célébrant dans le chalet de 3 durant mes funérailles. Les enregistrements. Les relevés. Les centaines de milliers volés. L'avocat sort des photos, les dépose sur la table, elle raconte l'histoire la plus dévastatrice. Et 3, riant avec elle dans des restaurants, l'enlaçant passionnément dans des chambres d'hôtel. Amanda au volant de voitures de luxe qu'elle avait achetées avec de l'argent volé. 3 et Amanda trinquant au champagne dans un chalet de montagne où ils avaient planifié la mort de Doreric. Les preuves étaient accablantes, elle avait participé volontairement et avec enthousiasme à un complot meurtrier. Voss en était convaincu. Mais les jurys sont parfois imprévisibles, surtout quand la prévenue est une femme séduisante avec une histoire qui suscite la sympathie. Doreric s'avança vers son bureau et prit un dossier intitulé « Plan de contingence ». Harold, j'ai passé toute ma carrière à me préparer au pire scénario. Cette situation ne fait pas exception. Qu'y a-t-il dans ce dossier? Une assurance. Si, par miracle, le jury ne parvient pas à condamner Amanda et 3 pour tentative de meurtre, j'ai des stratégies de secours. Ils paieront quand même pour ce qu'ils ont tenté de me faire.
Voss parut inquiet. Derek, tu ne peux pas te faire justice toi-même. Je ne parle pas de justice expéditive, Harold. Je parle de recours civil, de guerre financière, de destruction sociale. Légale. Dévastatrice. Ces gens ont essayé de m'effacer de la carte. Si la justice pénale échoue à les punir, je trouverai d'autres moyens pour qu'ils passent le reste de leur vie à payer leur trahison. Cet après-midi-là, Derek rencontra Miguel Santos dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville. Miguel avait complètement changé, fini l'uniforme de station-service et l'air nerveux. Il portait un costume sur mesure, et dégageait l'assurance d'un homme dont la conscience était enfin apaisée. « Tu as fière allure, Miguel. Le nouveau travail te convient ? C'est incroyable, Derek. Je gagne plus que je n'en ai jamais rêvé. Mon chef pense que j'ai un vrai potentiel en gestion de chantier. » Il marqua une pause en remuant son café. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout a commencé avec un poste de nuit dans une station-service. Tu as fait ce qu'il fallait quand c'était le plus important. Et ça compte dans ce monde. Tu crois qu'ils vont être condamnés ? Amanda et toi ? » Le visage de Derek se durcit. Ils vont apprendre que certaines trahisons ont des conséquences qui dépassent largement une simple peine de prison. Même s'ils échappent à une condamnation, ce qui n'arrivera pas, leurs vies sont terminées telles qu'ils les connaissaient. Tu penses vraiment que le jury les condamnera ? Miguel, tu vas témoigner que tu les as entendus comploter un meurtre. L'équipe de Tony va présenter des photos et des enregistrements prouvant la préméditation. Le comptable judiciaire démontrera les détournements d'Amanda et les dettes de jeu de Troie. L'expert technique expliquera comment ils ont saboté la grue. Derek se pencha, sa voix prenant celle d'un homme aguerri aux négociations complexes. Mais surtout, je vais monter à la barre et regarder chaque juré dans les yeux pendant que je raconterai ce que ça fait de découvrir que ta femme, après 12 ans de mariage, prévoit de te tuer pour de l'argent. Quand j'aurai terminé, le jury ne voudra pas seulement les condamner, il voudra jeter la clé. Ce soir-là, Derek se rendit sur le chantier où sa mort avait été mise en scène 3 mois plus tôt. La grue avait été réparée et remise en service, mais il voyait encore les marques dans le béton là où la flèche sabordée s'était écrasée. Le centre commercial Millfield était presque terminé, un témoignage vivant de sa détermination à ne pas laisser ses ennemis détruire ce qu'il avait construit. Son téléphone sonna. C'était Tony Ricci, excité. « Derek, il faut que tu entendes ça. On vient d'intercepter un appel entre Amanda et Troy. Il change de stratégie. » À quoi ? Amanda va plaider la folie temporaire, et Troy va reconnaître un délit moindre en échange de son témoignage contre elle. Ils essaient de se sauver en se détruisant mutuellement. Derek sourit, froidement. Parfait. Qu'ils s'entre-déchirent comme des animaux. Ça facilitera encore plus le travail du procureur. Et ce n'est pas tout, la famille d'Amanda envisage d'hypothéquer leur maison pour payer sa défense. Ils croient toujours qu'elle est innocente. Que tu l'as piégée. Ils verront la vérité quand les preuves seront présentées au procès. Et ce jour-là, Amanda perdra le dernier soutien qui lui reste. Sur le chemin de son nouvel appartement, il avait vendu la maison partagée avec Amanda pour s'installer dans une résidence de luxe au centre-ville. Derek réfléchissait à la transformation de sa vie. Le mari confiant qu'il avait été avait disparu. À sa place, un homme plus dur, plus froid, infiniment plus dangereux pour quiconque oserait le trahir. Le procès débutait dans 4 jours. Derek avait passé des semaines à préparer sa déposition, répétant devant des miroirs et des jurys fictifs, peaufinant chaque mot. Il avait soigneusement choisi sa tenue, un costume bleu marine sobre mais imposant, une cravate élégante mais discrète, des chaussures qui chuchotaient la richesse au lieu de la crier. Mais au-delà de son apparence, Derek avait forgé un état d'esprit, calme, contrôlé, redoutablement efficace à la barre. Il fixerait Amanda dans les yeux en décrivant sa trahison, la forçant à affronter les conséquences de ses actes. Il parlerait au jury d'humain à humain, les aidant à comprendre la gravité d'une tentative de meurtre camouflée en chagrin. Et quand il aurait fini, quand le jury aurait entendu chaque détail de leur conspiration, Derek Morrison obtiendrait enfin justice. Une justice qu'il poursuivait depuis des mois avec méthode, patience et une impitoyable détermination.
Chapitre 7 Justice servie glaciale. Le lundi matin arriva, avec un air d'automne vif et un ciel cristallin. Une météo parfaite pour ce que Derek considérait comme le jour le plus important de sa vie depuis l'avertissement que Miguel Santos lui avait donné dans une station-service. Le palais de justice, une structure massive de granit, avait vu défiler des décennies de drames humains. Mais rarement un procès aussi personnel, aussi dévastateur, le peuple contre Amanda Morrison et 3 Brennan. Derek arriva 30 minutes en avance, vêtu de son costume bleu soigneusement choisi. Il projetait la sérénité et la confiance d'un homme qui avait préparé cet instant pendant des mois. L'attention médiatique était à son comble. Des camions de presse bordaient la rue. Des journalistes tentaient d'attirer son regard. « Monsieur Morrison, comment vous sentez-vous à l'idée d'affronter votre épouse au tribunal ?» Derek s'arrêta devant l'entrée, regarda droit dans la caméra et répondit d'une voix ferme, celle-là même qui lui avait fait bâtir un empire dans la construction. « Aujourd'hui, il s'agit de justice. De responsabilité. De montrer que certaines trahisons ont des conséquences que leurs auteurs n'auraient jamais pu imaginer. » Dans la salle d'audience, Derek s'assit derrière la table du ministère public. Patricia Henley, la procureure, organisait ses dossiers avec la précision d'un chirurgien se préparant à une opération à cœur ouvert. Les preuves contre Amanda et 3 remplissaient plusieurs boîtes, photos, enregistrements, documents financiers, témoignages, tous dépeignant un complot de meurtre froidement prémédité. À 9h pile, Amanda entra menottée, en combinaison orange. Derek la scruta. 3 mois de prison avaient laissé des traces. Fini la femme belle et sûre d'elle qu'il avait embrassée avant sa prétendue mort. À sa place, une étrangère au regard vide, vieillie de plusieurs années. 3 entra séparément. Ses avocats avaient fini par lui faire comprendre que coopérer avec les procureurs était sa seule chance d'éviter la perpétuité. Il avait l'air encore plus abîmé qu'Amanda. Les dettes, la peur des créanciers violents, tout cela l'avait visiblement rongé. Le juge Martin Rees ouvrit l'audience. Le procès tant attendu commençait. Henley prit la parole. Son discours d'ouverture fut un chef-d'œuvre narratif. Elle déroula la conspiration, étape par étape, depuis la première liaison d'Amanda jusqu'à leur célébration au chalet pendant qu'on organisait l'enterrement de Derek. « Mesdames et messieurs du jury, conclut-elle. Ce procès parle d'avidité, de trahison, et de tentative de meurtre sous sa forme la plus froide. Les accusés n'ont pas seulement voulu tuer Derek Morrison, ils voulaient tirer profit de sa mort tout en versant des larmes de crocodile. Ils ont estimé que sa vie valait exactement 3 millions de dollars. Et ils étaient à quelques minutes de toucher cet argent de sang. Et 3 millions de dollars d'assurance vie. Derek regarda alors Amanda droit dans les yeux. Elle, incapable de soutenir son regard. Mais le plus douloureux, c'était de réaliser qu'elle voulait me voir mourir. Elle ne voulait pas simplement ma mort, elle voulait y assister. Elle voulait voir l'homme qu'il avait aimé pendant 12 ans être écrasé par une machine qu'elle avait contribué à saboter. Un silence glacial tomba dans la salle d'audience. Plusieurs jurés étaient visiblement bouleversés. Amanda, assise à la table de la défense, sanglotait silencieusement. « Monsieur Morrison, poursuivit Henley, comment cette expérience vous a-t-elle changé ?» La réponse de Derek fut glaciale, pesée, tranchante. Elle m'a appris que certaines trahisons sont si profondes qu'aucun pardon n'est possible. Elle m'a montré que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement réparée. Et elle m'a fait comprendre que lorsque quelqu'un tente de détruire votre vie, la seule réponse acceptable, c'est de s'assurer qu'il subisse des conséquences à la hauteur de ses actes. L'avocat de la défense d'Amanda tenta de faire croire, lors du contre-interrogatoire, que Derek avait orchestré toute cette affaire, manipulant les événements pour piéger sa propre épouse. Mais Derek resta constant. Son attitude était crédible. Et surtout, les preuves physiques soutenaient chaque détail de son témoignage. Jeudi matin, ce fut le tour de 3 Brennan de témoigner, dans le cadre d'un accord de plaidé coupable visant à lui éviter la perpétuité. Il livra des détails accablants sur le complot, confirmant qu'Amanda avait été une participante enthousiaste à la planification du meurtre de Derek. Mais son témoignage se retourna spectaculairement contre lui lorsqu'il tenta de minimiser son propre rôle, tout en présentant Amanda comme le cerveau.
Ses mensonges évidents et ses déclarations intéressées détruisirent tout espoir de compassion que le jury aurait pu avoir pour l'un ou l'autre des accusés. Vendredi après-midi, après moins de 2 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Pour complot de meurtre au premier degré, coupable. Pour tentative de meurtre au premier degré, coupable. Pour fraude au premier degré, coupable. Derrick regarda Amanda s'effondrer lorsque les verdicts furent lus. 12 années de mariage réduites à 3 déclarations de culpabilité, et la promesse de décennies derrière les barreaux. 3 reçut un verdict similaire. Son accord de plaider coupable lui épargna la perpétuité sans libération conditionnelle, mais lui garantissait tout de même au moins 25 années de prison ferme. En quittant le palais de justice cet après-midi-là, entouré de journalistes et de caméras, Derrick fit une dernière déclaration. La justice a été rendue aujourd'hui. Mais plus important encore, un message a été envoyé, certaines trahisons entraînent des conséquences que leurs auteurs ne peuvent même pas imaginer. J'espère qu'Amanda et Troy auront le temps d'y réfléchir durant leurs longues années d'incarcération. Ce soir-là, Derrick était seul dans son penthouse, contemplant les lumières de la ville. Le procès pénal était terminé. Mais sa vengeance, elle, n'était pas encore complète. Il y aurait des procès civils pour obtenir des dommages-intérêts. Il y aurait la destruction méthodique des dernières affaires de Troy. Et il y aurait la satisfaction de savoir qu'Amanda passerait les meilleures années de sa vie enfermée dans une cellule, à penser à l'homme qu'elle avait tenté d'assassiner. Derrick Morrison avait survécu à la trahison ultime et il en était sorti vainqueur. Mais plus encore. Il avait découvert une part de lui-même qu'il n'avait jamais vraiment compris auparavant. Une capacité froide, méthodique, impitoyable. Et ce savoir, lui serait très utile dans les années à venir. Chapitre 8, le dernier bilan. 6 mois après les condamnations d'Amanda et Troy, Derrick Morrison se tenait dans la même salle d'audience. Mais cette fois, il était là pour les procédures civiles. La justice pénale avait été rendue. Maintenant, c'était l'heure de la revanche. Amanda était assise à la table des accusés, vêtue de l'orange pénitentiaire. Les mains menottées. Elle avait l'air d'une femme brisée, vieillie d'une décennie depuis son arrestation. La femme belle et confiante qui avait planifié le meurtre de Derrick, avait disparu. À sa place, une condamnée au regard vide, promise à 30 années en prison de haute sécurité. Troy, lui, n'était pas présent. Il avait déjà signé des accords cédant ce qu'il lui restait pour éviter une condamnation financière encore plus lourde. Son entreprise de construction avait fait faillite. Ses équipements avaient été saisis pour rembourser ses dettes. Sa réputation était anéantie à jamais. L'homme qui avait cru pouvoir assassiner un rival et voler sa femme, travaillait désormais à la buanderie de la prison pour 90 cents de l'heure. Votre honneur, déclara l'avocat civil de Derrick, nous réclamons 15 millions de dollars de dommages-intérêts. 5 millions pour préjudice émotionnel. 5 millions pour perte d'opportunités commerciales pendant l'enquête. Et 5 millions à titre de dommages punitifs. Afin que l'accusé comprenne pleinement les conséquences de ses actes. Le défenseur public d'Amanda, débordé et épuisé, ne put offrir qu'une réponse hésitante. Votre honneur, ma cliente purge déjà une peine de 30 ans. Elle n'a aucun bien. Aucun moyen de payer ce jugement. Derrick se leva, s'adressant directement à la cour. Votre honneur, il ne s'agit pas de récupérer de l'argent. Il s'agit que chaque facette de la vie d'Amanda Morrison reflète la gravité de sa tentative de me tuer. Je veux un jugement qui la poursuive jusqu'à son dernier souffle. Je veux qu'elle ne connaisse jamais une seule seconde de sécurité financière, ni de paix intérieure. Le juge Hendricks accorda à Derrick l'intégralité des 15 millions de dollars. Une dette qui entrait Amanda jusqu'à la fin de ses jours, même si elle sortait un jour de prison. Mais le plus satisfaisant, restait à venir. Ce même après-midi, Derrick rencontra Patricia Henley dans son bureau. Ils discutèrent de la phase finale de sa vengeance méticuleuse. Les condamnations pénales, ce n'était que le début, n'est-ce pas, demanda-t-elle en observant le calme absolu de Derrick. Patricia, ils ont essayé de m'effacer de la surface de la terre. Je ne fais que leur rendre l'appareil mieux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Derrick ouvrit un épais dossier posé sur le bureau. Durant ces 6 derniers mois,
j'ai enquêté sur chaque aspect de la vie d'Amanda et Troy. Leur famille. Leurs amis. Leurs associés. Leurs réseaux sociaux. J'ai contacté chaque personne ayant un lien avec eux, et je leur ai montré qui ils étaient vraiment. Impressionnant. Sa sœur Julie, qui lui a fourni des alibis. J'ai transmis à son employeur des preuves qu'elle était complice après les faits. Elle a été licenciée, et fait désormais face à des charges criminelles. Derrick tourna la page. Photos. Documents. Preuves. Le cousin de Troy, Marcus, qui a blanchi une partie de l'argent volé via son garage? Son entreprise est maintenant sous enquête du fisc. Il risque * 5 ans de prison pour blanchiment d'argent. Et tout cela est légal. Parfaitement légal. Je ne fais que m'assurer que chaque complice de cette conspiration subisse les conséquences appropriées. La vengeance de Derrick dépassait les complices directs. Grâce à ses ressources financières et ses contacts, il avait causé des pertes d'emploi, des saisies immobilières et l'exclusion sociale des familles d'Amanda et Troy. C'était impitoyable, systématique et dévastateur. Mais le chef-d'œuvre de Derrick était encore à venir. Ce soir-là, Derrick rendit visite à Amanda en prison, pour la seconde et dernière fois. Elle avait l'air encore plus abattue que lors du procès civil. Plus maigre. Plus grise. Avec la posture résignée de quelqu'un qui a tout perdu. Et il savait que rien ne s'arrangerait jamais. Derek. Murmura Amanda, assise en face de lui dans la salle des visites. J'espérais que tu viendrais. Ah oui? Oui. J'ai besoin que tu saches, je suis désolé. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai jeté. Ce que nous avions, c'était réel, Derek. Notre mariage signifiait quelque chose, même si je l'ai oublié. Derek observa attentivement le visage de celle qui fut sa femme, scrutant la moindre trace de manipulation ou de mensonge. Mais tout ce qu'il vit, c'était un profond remords. Et cela rendait sa trahison encore plus impardonnable. Amanda, je veux que tu comprennes une chose très clairement, dit-il d'un ton glacial. Je ne suis pas venu pour tes excuses. Je suis venu pour te dire exactement à quoi ressembleront les 30 prochaines années de ta vie. Le visage d'Amanda devint livide. Tu n'auras plus jamais d'intimité. Tous tes appels seront surveillés. Chaque lettre sera lue. Chaque visiteur sera filtré. Tu travailleras pour un salaire de misère à n'importe quel poste que la prison t'assignera. Et chaque centime que tu gagneras ira directement au jugement de 15 millions de dollars que tu ne pourras jamais rembourser. Derek se pencha légèrement en avant, sa voix adoptant cette précision froide qui lui avait rapporté des millions dans les affaires. Ta famille est détruite. Ta sœur est inculpée. Tes parents ont perdu leur maison pour financer ta défense. Tes derniers amis ont découvert qui tu es vraiment. Derek, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé. Quand tu seras libéré, si tu le es un jour, tu auras plus de 60 ans. Sans argent, sans foyer, sans famille, sans avenir. Tu seras une meurtrière condamnée, qui aura passé les meilleures années de sa vie derrière les barreaux. Et chaque contrôle de casier judiciaire rappellera au monde ce que tu as essayé de me faire. Amanda pleurait maintenant à chaudes larmes. Mais Derek ne ressentait aucune compassion. Seulement une froide satisfaction. Le travail était accompli, parfaitement. Et surtout, Amanda, je veux que tu saches que j'ai tout reconstruit. Tout ce que tu as tenté de détruire. Mon entreprise n'a jamais été aussi florissante. Je me suis remarié avec une femme qui m'aime réellement, pas une femme qui prévoyait de me tuer. J'ai la famille et la vie que j'ai toujours désirée. Toi, tu as exactement ce que tu mérites. Derek se leva pour partir, puis s'arrêta une seconde à la porte. Ah, et Amanda. Troy prévoit de faire appel. Ses avocats pensent que s'ils témoignent que tout le complot de meurtre venait de toi, sa peine pourrait être réduite. Apparemment, ton grand amour est encore prêt à te sacrifier, pour se sauver lui-même. Les sanglots déchirants d'Amanda résonnèrent dans le couloir de la prison alors que Derek s'éloignait. Mais il ne ressentait aucune joie dans sa douleur. Juste le calme d'un travail accompli,
proprement, méthodiquement, définitivement. 2 ans plus tard, Derek Morrison se tenait devant l'autel de la même église où, 15 ans plus tôt, il avait épousé Amanda. Aujourd'hui, il échangeait ses vœux avec Sarah Shawn, l'experte comptable judiciaire qui avait démêlé les crimes financiers d'Amanda. Sarah incarnait tout ce qu'Amanda avait prétendu être, brillante, loyale, aimante et digne de confiance. À leur mariage était présent Miguel Santos, aujourd'hui chef de chantier chez Morrison Heavy Industries et ami proche, ainsi que Tony Ricci, désormais chef de la sécurité de l'empire industriel en pleine expansion. En embrassant sa nouvelle épouse, Derek repensa à la manière dont cette trahison l'avait transformé. Le mari confiant qui croyait en l'amour inconditionnel avait disparu. Remplacé par un homme plus dur, plus prudent et infiniment plus dangereux pour quiconque oserait encore le trahir. Amanda Morrison était devenue la détenue numéro 47 829. Dans la prison de haute sécurité pour femmes, elle travaillait à la cuisine pour 90 cents de l'heure, attendant peut-être de mourir derrière ses murs. Troy Brennan, lui, purgeait sa peine à 300 mètres de là, dans un centre pour hommes. Ses appels avaient été rejetés. Son ancienne vie, effacée. Mais Derek Morrison, lui, avait survécu à la trahison ultime. Et il n'en était pas sorti simplement victorieux. Il en était sorti transformé en un homme que plus personne ne pourrait jamais tromper sans en payer le prix. Lors de sa première danse avec Sarah, Derek souriait. Le sourire d'un homme qui avait obtenu justice. Parfaite, implacable, irrévocable. Certaines trahisons, il l'avait appris, appellent des conséquences bien plus lourdes que ce que leurs auteurs auraient pu imaginer. Et Derek les avait livrées avec la même rigueur implacable qui l'avait rendu millionnaire. Chapitre 9 Les nouvelles fondations. 5 ans après cet avertissement reçu à la station-service qui lui avait sauvé la vie, Derek Morrison se tenait dans son bureau du 40e étage de la Morrison Tower, le siège brillant de ce qui était devenu le plus grand empire de construction de la côte ouest. L'entreprise qu'Amanda avait tenté de s'approprier par le meurtre employait désormais plus de 2000 personnes et générait près d'un demi-milliard de dollars de revenus annuels. La vue depuis son bureau englobait toute la ville. La prison où Amanda avait été incarcérée. Le tribunal où justice avait été rendue. Et les chantiers où ses équipes construisaient l'avenir. Un rappel quotidien du chemin parcouru. Depuis cette nuit où un employé effrayé lui avait glissé un mot qui avait tout changé. La voix de sa secrétaire retentit dans l'interphone. « Monsieur Morrison, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. Faites-le entrer. » Miguel Santos entra, vêtu d'un costume sur mesure, des plans sous le bras. Désormais vice-président des opérations de Morrison Heavy Industries, il n'avait plus rien du jeune employé de station-service. Derek lui serra la main avec chaleur. « Le projet Riverside est en avance et sous budget, » annonça Miguel en déroulant les plans. Le client est tellement impressionné qu'il parle déjà de la phase 2. Derek examina les plans avec l'œil aguerri de celui qui avait bâti sa fortune en maîtrisant chaque détail technique. Excellent travail, Miguel. Et ta fille? Isabelle a 7 ans. Elle lit à un niveau de lycée et veut devenir architecte, dit-il avec fierté. Elle dit qu'elle veut construire de beaux bâtiments, comme tonton Derek. Depuis ses 3 ans, elle appelait Derek, tonton Derek, une tendresse qui réveillait encore une émotion que la trahison d'Amanda avait un temps cru anéantie. La famille de Miguel était devenue celle que Derek avait choisie. La preuve que la confiance, quand elle est bien placée, peut créer des liens plus forts que le sang. Le téléphone personnel de Derek vibra. Un texto de Sarah. Dîner à 19h. Les jumeaux ont quelque chose à te montrer. Il sourit. Sarah était enceinte de leur 3e enfant. Leurs jumeaux de 5 ans, Derek Jr. et Amanda, ironiquement nommés ainsi, passaient leur temps à créer des œuvres qu'ils insistaient pour lui montrer dès son retour. Miguel, concluons. J'ai promis à Sarah d'être là pour le dîner. Alors que Miguel rangeait ses plans, Derek réfléchit à la manière dont sa vie avait été entièrement reconstruite. Le Penthouse avait été remplacé par un vaste domaine sur les collines, où les rires de Sarah résonnaient entre les jouets et les photos de famille. L'homme brisé d'autrefois avait appris à aimer de nouveau. À faire confiance, cette fois avec la sagesse que seul un cœur ressuscité peut offrir. L'interphone sonna encore. Monsieur Morrison,
Appel du département pénitentiaire. La détenue 47 829 demande à vous parler. Amanda. Même après 5 ans, son numéro de détenue suffisait à raviver des souvenirs. Celle d'une femme qui avait méthodiquement planifié sa mort. Derek avait déjà ignoré 2 demandes similaires. Mais cette fois, il fut intrigué. Passez-moi l'appel. La voix d'Amanda était méconnaissable, rauque, vieillie, brisée. Derek, merci de prendre mon appel. Que veux-tu, Amanda? Je suis en train de mourir. Derek ne ressentit que de la curiosité. Qu'est-ce que tu as? Un cancer. Les médecins disent 6 mois, peut-être moins. Derek, je dois te dire quelque chose avant de mourir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. J'écoute. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Le complot pour te tuer, c'était d'abord un fantasme de Troie. Il en parlait quand il avait trop bué. Furieux de perdre des contrats à cause de toi, je ne l'ai jamais pris au sérieux, jusqu'à ce que la voix d'Amanda se brise, jusqu'à ce que je réalise que j'étais enceinte. Derek serra le téléphone plus fort. Enceinte de 3 mois quand nous avons planifié ton meurtre. Le bébé était celui de 3. Et j'étais terrifié que tu découvres tout. Le complot meurtrier semblait soudain être la seule façon d'éviter de tout perdre. Notre mariage, ta fortune, ma réputation. Je pensais que si tu mourais dans un accident, je pourrais prétendre que le bébé était le tien. Et personne ne le saurait jamais. Derek fixa par la fenêtre de son bureau, digérant cette révélation. Amanda n'avait pas seulement prévu de le tuer pour l'argent. Elle avait prévu de le faire pour cacher son adultère. Et faire passer l'enfant de son amant pour l'héritier de Derek. Que s'est-il passé pour le bébé? Une fausse couche, 2 semaines après tes funérailles simulées. C'était comme si Dieu me punissait pour ce que j'avais essayé de faire. Amanda pleurait maintenant. Derek. J'ai eu 5 ans pour réfléchir à ce que j'ai laissé filer. Ce que nous avions était réel. Notre mariage était réel. J'ai détruit quelque chose de beau pour quelque chose qui ne valait jamais la peine. La voix de Derek était froide comme l'acier d'hiver. Amanda, tu m'as appelé pour me dire que tu allais mourir, et tu attends quoi exactement? Le pardon? La sympathie? Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que maintenant je comprends ce que j'ai perdu. Tu étais le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et j'ai essayé de te tuer pour de l'argent et un fantasme qui n'a jamais existé. Tu as raison sur une chose, Amanda. Ce que nous avions était réel. Et c'est justement ça qui rend ta trahison impardonnable. Tu n'as pas juste essayé de tuer un étranger. Tu as essayé de tuer quelqu'un qui t'aimait entièrement. Quelqu'un qui aurait tout donné, tout pardonné. Sauf ce que tu as réellement fait. Derek fit une pause, regardant la ville qu'il avait conquise. Pendant qu'Amanda pourrissait en prison, il espérait qu'elle ait le temps de réfléchir à ça. Pendant le temps qu'il lui restait. Il raccrocha sans dire au revoir et supprima immédiatement le numéro d'Amanda de son journal d'appel. Elle mourait comme elle avait vécu ces 5 dernières années. Un souvenir qui s'efface peu à peu. Ce soir-là, Derek rentra chez lui pour trouver ses jumeaux qui l'attendaient à la porte avec une banderole qu'ils avaient faite en cours d'art. Joyeuse fête des pères, papa. C'était 2 mois en avance, mais leur enthousiasme était contagieux. Sarah l'accueillit avec un baiser et un sourire sincère. Ce genre de sourire que Derek avait oublié possible pendant son mariage avec Amanda. Comment s'est passée ta journée? Intéressante. Je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, je veux voir les chefs-d'œuvre que les jumeaux ont créés. Alors que Derek jouait avec ses enfants et aidait Sarah à préparer le dîner. Il repensait à l'appel d'Amanda. Sa révélation sur la grossesse ajoutait une couche à sa trahison. Mais ne changeait rien de fondamental. Elle avait toujours planifié son meurtre avec une froide précision. Avait toujours célébré ce qu'elle croyait être sa mort. Avait toujours choisi l'argent et la luxure plutôt que l'amour et la loyauté. La différence, c'est que Derek Morrison ne se définissait plus par la trahison d'Amanda. Il avait construit quelque chose de meilleur, de plus fort. Quelque chose qui honorait l'homme qu'il était avant cette nuit-là à la station-service.
tout en intégrant la dure sagesse qu'il avait acquise après. Après le dîner, alors que Derek bordait ses enfants, le petit Derek Junior, 5 ans, posa la question devenue rituelle chaque soir. Papa, raconte-nous l'histoire de l'oncle Miguel et de la station-service. Derek s'installa dans le fauteuil entre leurs lits et commença une histoire qu'il avait racontée des centaines de fois, sans jamais se lasser. Il était une fois un homme qui croyait tout savoir sur les gens qu'il aimait. Mais une nuit, dans une station-service loin de chez lui, il apprit que parfois, les avertissements les plus importants viennent des endroits les plus inattendus. En racontant l'histoire, Derek omettait la violence et la trahison, se concentrant sur le courage, la loyauté et l'importance de choisir d'aider les autres, même quand c'est dangereux ou difficile. Ses enfants n'avaient pas besoin de connaître la trahison d'Amanda ni la vengeance méthodique de Derek. Ils avaient besoin de savoir que les bonnes personnes affrontent parfois de terribles épreuves, mais que l'honneur, la persévérance et la planification peuvent surmonter même les trahisons les plus dévastatrices. Plus tard, cette nuit-là, alors que Derek tenait Sarah endormie dans ses bras, il pensa à ce voyage étrange qu'il avait mené jusque-là. La trahison d'Amanda l'avait presque détruit, mais elle lui avait aussi révélé des forces insoupçonnées et enseigné des leçons qui avaient rendu possible tout ce qui suivit. Derek Morrison avait appris à aimer de nouveau, mais prudemment. Il avait appris à faire confiance, mais avec sagesse. Il avait appris que certaines trahisons sont si profondes que le pardon devient impossible. Mais il avait aussi appris que ces trahisons ne devaient pas définir sa vie. Amanda mourrait en prison dans quelques mois. Une femme oubliée dont le plus grand accomplissement fut de montrer à Derek Morrison ce dont il était capable quand il est poussé à ses limites. 3 passeraient au moins 20 années de plus derrière les barreaux. Ses rêves de richesse et de liberté réduits à des souvenirs qui s'estompaient avec le temps. Mais Derek Morrison se réveillerait demain dans une maison remplie d'amour, entouré de personnes qui avaient choisi de construire quelque chose ensemble plutôt que de tout détruire. Il irait travailler dans une entreprise qui employait des milliers de personnes, créant quelque chose de durable et précieux. Il rentrerait chez lui auprès d'enfants qui le croyaient un héros, et d'une épouse qu'il aimait, non pas malgré ses défauts, mais grâce à sa force. Alors que Derek s'endormait, sa dernière pensée fut pour Miguel Santos, le jeune homme effrayé dont le courage moral avait tout sauvé. Demain, Derek appellerait Miguel pour leur proposer d'emmener leur famille en week-end à la montagne. Pas dans le chalet où Amanda et Troy avaient planifié un meurtre, mais au bord d'un lac magnifique où les enfants pourraient jouer, et où les adultes pourraient apprécier combien les belles choses de la vie sont précieuses et fragiles. Derek Morrison avait survécu à la trahison ultime, et construit quelque chose de mieux que ce qu'il avait perdu. Il avait appris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais que cela ne signifie pas qu'elles doivent empoisonner le reste de ta vie. Et il avait découvert que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ses ennemis, mais de construire une vie si réussie et épanouissante que leurs tentatives de destruction deviennent des notes de bas de page sans importance, dans une histoire bien plus grande et importante. L'avertissement du kilomètre 47 avait sauvé la vie de Derek. Mais plus encore, il lui avait appris que parfois, les trahisons les plus dévastatrices deviennent la fondation des transformations les plus extraordinaires. La transformation de Derek Morrison était complète. Et voilà, une autre histoire arrive à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant, cela compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Et à très bientôt. Version of 7-Up. Can we get a full Red Bull tier list? You can't get a full one because I haven't had every flavor, believe it or not. But I will give you my top. I'll give you my top 5. I think I've had 5. All right, absolute S tier, top of the food chain is the Spring Edition Cherry Sakura. I think they're about to discontinue it, because they're already making the Summer Edition. So I'm gonna be sad when that happens. Best one I've ever had is the Spring Edition
Second one. Second top. Is gotta be the watermelon. Watermelon is really, really, really good. Third, I'm gonna go with coconut. I know a lot of people are gonna disagree. That's probably a hot take, but coconut is my number 3. 4. Shit. Those are really the only 3 that I drink, so sugar-free life only, that's fair. That's fair. Coconut is an underrated flavor. Coconut Red Bull sounds unhinged. You gotta try it, dude, it's good. Oh, coconut in general. Yeah, coconut is a goated flavor. I'm a big coconut fan. Yeah, if you're not a coconut enjoyer, you're probably not gonna like it that much. But it's not the most coconut-y flavor. I don't know, it reminds me of White Monster. It's a more low-key flavor. Okay, what else? What else is there that's good? There's Original. Original is not that good, in my opinion. I wouldn't even put it in top 5, I don't think. But I'm racking my brain for what else there even is that I've had that I like. So I've had a good amount of them that I just didn't like. Like the strawberry apricot is not for me. Original is iconic. I mean, I might put it in 5. I'll put it in 5. There's gotta be Chad, I need somebody to like start listing the flavors because I'm drawing a blank. Yeah, I ain't doing all that. Much more of a Celsius fan? That's fair. Okay, what the hell am I doing? I don't know. I don't have that many blocks, but that's okay. Okay, open up a tier list maker of Red Bull flavors. Oh, that scared me. I thought that deleted the potion because it like... Oh, okay. We're good. We're good. Alright, yeah. Let's get in there. We got 40 more gold to trade. Can I suggest a house song for you to listen to? Of course. I have decided, chat, that, well, I don't know. Should it be Wednesdays or Thursdays? You guys can help me decide. I want to do one day is going to be a media request day. You guys think it should be Wednesdays or Thursdays? Song request Wednesday? Make it Thursday? Okay. Let's one vote for Thursday. I vote Wednesday. Uh-oh. We're 1-1. How often get mana? It should be every 5 minutes it updates. Since you're subbed, you'll get 75 mana. Somebody with a good amount of mana want to help out our friend Q here. Anybody with generational wealth feeling a little bit? Oh my god, we have a poll. Holy shit. Holy shit.